Bonjour, cette capsule portera sur les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Les objectifs de la présentation sont présentés juste ici et reflètent les apprentissages clés du cours. La présentation se déroulera comme suit. L'introduction, la catégorie diagnostique, l'épidémiologie, l'étiologie, les manifestations cliniques et critères diagnostiques, les facteurs biopsychosociaux probables, les principes de traitement, les principes d'intervention probants et la conclusion. Certaines parties vont aussi être complétées grâce au témoignage d'une experte de vécu que nous avons eu la chance de rencontrer. L'anxiété est caractérisée comme une réponse dite normale de l'organisme à la perception d'un danger. Chez la clientèle pédiatrique, cette anxiété est liée aux étapes du développement et se manifeste par des peurs propres à ces étapes. Par exemple, l'anxiété chez un enfant de 6 à 18 mois est manifestée par la peur des étrangers. Toutefois, l'anxiété devient plus problématique lorsqu'elle impacte directement le développement de l'enfant ainsi que son fonctionnement. De telles manifestations se regroupent dans le chapitre Troubles anxieux du DSM-5. Tout comme l'anxiété dite normale d'un enfant, les manifestations d'un trouble anxieux chez la clientèle pédiatrique et adolescente sont caractérisées par des manifestations qui sont influencées par l'âge et le stade de développement de l'enfant. Au fil du développement de l'enfant, les manifestations du trouble deviendront de plus en plus similaires à celles des adultes. Les principaux troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent sont les suivants. L'anxiété de séparation, la phobie sociale, dont le mutisme sélectif, l'anxiété généralisée, le trouble panique, la phobie spécifique, le trouble obsessionnel compulsif et le trouble du stress post-traumatique. Le trouble anxieux peut aussi expliquer quelques présentations cliniques spécifiques, comme l'évitement scolaire, l'anxiété de performance et la somatisation, qui se manifestent sous forme de douleurs abdominales. Le trouble anxieux est le trouble psychique le plus fréquent chez la clientèle pédiatrique, en touchant entre 10 et 20 de cette tranche d'âge. Cette psychopathologie est souvent accompagnée de comorbidités, comme un autre trouble anxieux, un trouble de l'humeur ou encore un déficit de l'attention. L'épidémiologie de ce trouble montre que les filles en sont plus atteintes que les garçons, pour un ratio de 2 à 3 filles pour un garçon, pour ce qui est de l'anxiété généralisée. En effet, l'âge médian d'arrivée des manifestations du trouble d'anxiété généralisée est d'environ 17 ans pour les filles, alors qu'il est d'environ 19 ans pour les garçons. Concernant l'étiologie biologique des troubles anxieux, incluant l'anxiété de séparation, la phobie sociale, l'anxiété généralisée, le trouble panique et la phobie sociale, la génétique prend une place assez importante. En effet, les enfants ayant un parent qui souffre d'un trouble anxieux présentent un risque plus grand de développer à leur tour la pathologie. Il y aurait, selon les statistiques, de 30 à 40 d'irritabilité dans les troubles anxieux. Il y aurait aussi une association à faire entre l'anxiété et des polymorphismes du gène transporteur de sérotonine et du gène BDNF chez l'adolescent. De plus, des dysfonctions neurochimiques au niveau de la sérotonine, de la noradrénaline, de la dopamine, du glutamate et du GABA, qui sont tous des neurotransmetteurs, seraient aussi associées à la survenue de troubles anxieux. Selon une IRM faite sur les adolescents ayant un trouble d'anxiété généralisée, il y aurait aussi des altérations dans la structure de l'amygdale. Ceux-ci présenteraient une augmentation de l'activité neuronale de l'amygdale et du striatum et une diminution de l'activité neuronale dans le cortex préfrontal. Comme vu dans le cours de neurosciences, l'amygdale est une structure du cerveau qui joue un rôle primordial dans la gestion des émotions. Une activité accrue de celle-ci est donc compatible avec les dérégulations émotionnelles des troubles anxieux. Diverses influences peuvent contribuer à l'étiologie psychologique et sociale des troubles anxieux, tels que le style parental. En effet, des parents surprotecteurs, incluant des parents cultivant la perception que notre monde est dangereux, est lié à l'apparition d'anxiété chez les enfants. Le rejet parental, les difficultés qu'ont certains parents à imposer leurs limites et des relations parents-enfants marquées par de l'insécurité sont aussi associés au développement de troubles anxieux. La présence d'hypervigilance et une plus grande sensibilité aux informations négatives chez les jeunes souffrant d'anxiété fait en sorte qu'ils dirigeront souvent leur attention vers des stimuli menaçants et auront une mauvaise interprétation de certaines informations. Le déclenchement d'un trouble anxieux est souvent en lien avec le conditionnement classique. En effet, l'enfant peut apprendre à avoir peur d'un stimulus qui n'est pas dangereux lorsque celui-ci est associé de façon répétée à un stimulus qui est menaçant. Ce principe peut s'appliquer avec l'anxiété sociale. Par exemple, lorsqu'un enfant a l'impression d'être ennuyant de façon répétée en présence de ses pairs,
cela l'amènera à craindre les interactions avec les autres. L'apprentissage par observation des réponses de peur des autres personnes peut aussi être lié à l'émergence de troubles anxieux. Finalement, la violence et la pauvreté dans le milieu de vie de l'enfant et des symptômes dépressifs chez un des parents peuvent prédisposer l'enfant à ces troubles. La figure 62.1 du manuel de référence, étant le modèle étiologique de l'anxiété, illustre toutes les influences qui participent à l'émergence des troubles anxieux. Pour ce qui est du trouble de stress post-traumatique, il y a certains aspects étiologiques plus spécifiques qui ont été étudiés. Ainsi, la présentation distinctive est nécessaire. Concernant l'étiologie biologique du trouble de stress post-traumatique, la génétique aura encore une fois un rôle à jouer. En effet, des enfants qui sont exposés à un trauma, dont les parents souffrent déjà de TSPT, vont être plus à risque de développer des symptômes. Cette caractéristique héréditaire du TSPT est présente dans 32 à 35 % des cas. Il y aurait aussi une altération structurale et fonctionnelle de l'hippocampe, de l'amygdale et du cortex préfrontal. Chez les jeunes et les adultes atteints de TSPT, il y a aussi présence d'une hausse de l'activité noradrénergique et dopaminergique, de dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et une élévation des cytokines dans les heures qui suivront le trauma. Concernant l'étiologie psychologique et sociale du TSPT, une hypervigilance, mais aussi une plus grande sensibilité aux informations négatives de l'environnement sont reliées aux symptômes de TSPT. Des événements traumatiques comme des désastres naturels, les guerres, le terrorisme, être témoin de violence et avoir subi de l'abus physique sont souvent les causes les plus fréquentes chez les jeunes développant un trouble de stress post-traumatique. Ça a commencé, ça, là? Je pense que ça a commencé en 5e année ou Ok. 6e année parce que j'ai vécu quelque chose de quand même vraiment marquant. Ok. Puis, Peux-tu... ben, je préfère pas le dire. Ok, là. parfait. Mais ouais, puis depuis ce temps-là, je sais pas, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi, là, puis c'est ça. Ok, fait que dans le fond, c'est ça c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir des symptômes, tes symptômes. Ok. Plusieurs manifestations ont été documentées chez les enfants atteints du trouble d'anxiété de séparation. On y retrouve, entre autres, des manifestations somatiques d'anxiété, telles que des maux de ventre ou des vomissements, un envahissement des pensées anxieuses et une inquiétude pour ses parents. Le trouble est aussi manifesté par plusieurs refus, comme le refus scolaire ou le refus d'aller chez des amis. Finalement, on remarque aussi que le trouble d'anxiété de séparation atteint aussi le sommeil et le rituel de coucher, puisqu'il se manifeste par des cauchemars répétés ainsi qu'une routine du coucher perturbée. Pour ce qui est des critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble d'anxiété de séparation, nous vous laissons faire pause afin d'en prendre connaissance. La phobie sociale est caractérisée par la peur du jugement des autres. Ce trouble apparaît souvent à l'adolescence suite à des enjeux qui peuvent être sociaux ou identitaires, mais peut aussi être retrouvé à l'enfance. Ce trouble anxieux se manifeste par des comportements évitants très sévères qui sont souvent caractérisés par une restriction importante du champ social. Le trouble s'accompagne aussi de symptômes d'anxiété aiguë que l'on qualifie de type panique lorsque l'enfant est exposé à des situations anxiogènes, comme des tremblements, des palpitations ou des étourdissements. Finalement, ce trouble anxieux se manifeste généralement par une peur générale de parler, manger, parler au téléphone dans les endroits publics. Malgré que les critères diagnostiques de ce trouble soient similaires chez l'adulte et l'enfant, le DSM-5 apporte une légère précision pour le trouble touchant les enfants. En effet, les manifestations de ce trouble, lorsqu'il touche un enfant, sont caractérisées par des pleurs, des accès de colère ou encore des réactions de désengagement dans des situations sociales. Le DSM-5 précise toutefois que l'enfant possède des capacités relationnelles appropriées selon son âge avec des gens qui lui sont familiers. Concernant les critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble de phobie sociale, nous vous laissons faire pause afin d'en prendre connaissance. Est-ce que tu pourrais me parler de ton problème d'anxiété que tu vis? Ben, moi, je vis surtout de l'anxiété sociale, je pense. Ok. Puis c'est plus, ça m'a fait comme... Je peux te donner des exemples? Ouais. Ok. Dans le fond, quand je veux, par exemple, j'ai des questions en cours, puis, exemple, je comprends pas en maths, mais j'ai trop peur de lever ma main à cause que je sais pas si le prof vient juste le dire, puis comme tout le monde va me regarder, puis je vais avoir l'air stupide si je pose la question, ou je sais jamais qu'est-ce qui va arriver, alors ça me bloque beaucoup de poser des questions. Ou sinon, aller
voir des personnes comme... Des fois, il y a des personnes genre des nouvelles personnes qui viennent à ma table pour le dîner parce que j'ai des amis qui les amènent, puis au lieu d'essayer de faire la conversation comme les autres, genre, j'essaie plus de me renfermer, comme... Parce que je sais pas si je vais me faire juger ou si je vais... Je sais... Puis j'ai rien à dire aussi, là, puis j'ai peur qu'ils me trouvent un peu plate, puis tant qu'à être... J'aimerais ça, là, parce que je sais que c'est le fun d'avoir des amis, puis genre me faire des nouveaux amis, ça me dérangerait pas, mais j'ai vraiment de la misère. Ok, fait que c'est vraiment plus de la discuter avec le jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. Ouais, puis aussi, genre, genre, avant des examens, comme là, c'est plus genre l'anxiété, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, comme, je sais pas, je pourrais faire plein d'erreurs, j'ai étudié beaucoup, mais comme, je sais pas si peut-être que je vais tout oublier avant l'examen, ou je sais pas, là, c'est plus ça. Ok, parfait. Le mutisme sélectif est une forme sévère de la phobie sociale. Le trouble crée un handicap sévère dans la scolarité et l'apprentissage de l'enfant, car celui-ci communique majoritairement en monosyllabes ou par gestes. Nous vous laissons faire pause afin de prendre connaissance des critères diagnostiques du DSM-5 pour ce trouble. Dans le trouble d'anxiété généralisée chez l'enfant, les manifestations sont caractérisées par des préoccupations intenses sur les compétences scolaires ou dans les sports, une inquiétude concernant la ponctualité, une crainte d'événements catastrophiques, ainsi qu'une recherche constante d'approbation et de se faire rassurer. Les enfants et adolescents atteints du trouble d'anxiété généralisée sont souvent décrits comme étant très perfectionnistes. Dans ce trouble chez l'enfant, les critères diagnostiques sont similaires aux troubles d'anxiété généralisée de l'adulte, mais le DSM-5 précise que seulement un critère C est requis pour le diagnostic chez l'enfant. Le trouble panique est très peu fréquent chez les enfants, mais il peut parfois débuter vers l'adolescence chez les clients qui en sont atteints. Chez la clientèle plus jeune, le trouble panique est très souvent accompagné d'agoraphobie qui se traduit par un évitement important à l'école. Voici donc les critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble panique. Les phobies spécifiques chez la clientèle pédiatrique se manifestent par des peurs des animaux, du sang, des blessures et des injections. On y remarque aussi des peurs liées aux moyens de transport et aux endroits clos. Les troubles de phobie spécifiques chez les jeunes enfants incluent aussi des craintes liées à l'environnement naturel, telles que des tempêtes et des hauteurs, ainsi que des phobies concernant d'autres peurs typiques de l'enfance, comme les personnages déguisés et les bruits forts. Voici donc les critères diagnostiques pour les phobies spécifiques. Le trouble obsessionnel compulsif chez l'enfant présente des manifestations qui sont très similaires aux troubles chez l'adulte. Toutefois, on note quelques différences entre le trouble chez ces clientèles. Tout d'abord, les adolescents et les enfants présentent plus souvent et de façon plus grave des obsessions d'agression, de peur ou de catastrophe. De plus, les obsessions concernant la contamination sont plus fréquentes chez les enfants. Ces multiples obsessions causées par le trouble peuvent d'ailleurs causer plusieurs tensions familiales, puisqu'il arrive que les parents doivent participer aux rituels causés par le trouble obsessionnel compulsif chez leur enfant. On note aussi que la comorbidité avec les troubles dépressifs est assez fréquente chez la clientèle adolescente. Vous pouvez prendre le temps de lire les critères diagnostiques pour le trouble obsessionnel compulsif. Finalement, le DSM-5 présente des critères diagnostiques différents pour la clientèle de 6 ans et moins ayant un trouble du stress post-traumatique. Chez les enfants, celui-ci se présente sous forme de difficulté à exprimer certaines émotions et un sentiment de détachement envers autrui. Ce trouble présente aussi une diminution des intérêts de l'enfant envers des activités habituelles, ainsi que des souvenirs répétitifs et envahissants en lien avec le traumatisme vécu par l'enfant. Voici d'ailleurs les critères diagnostiques du DSM-5 pour le trouble du stress post-traumatique chez les enfants de moins de 6 ans. Maintenant, nous allons parler des facteurs biopsychosociaux probables qui prédisposent, précipitent et perpétuent les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Le principal facteur biologique de ces troubles concerne la génétique. En effet, comme mentionné précédemment, les enfants de parents souffrant de troubles anxieux ont un plus grand risque d'en développer un à leur tour. Ensuite, on retrouve pour les facteurs psychologiques le tempérament, qui inclut entre autres la timidité, la détresse, le retrait, des comportements sociaux limités, ainsi qu'une tendance à rester proche des personnes réconfortantes. On retrouve aussi, au niveau de leur tempérament,
une hypervigilance ainsi qu'une plus grande sensibilité aux informations négatives. L'apprentissage associatif est aussi un facteur psychologique associé aux troubles anxieux. Finalement, on retrouve aussi des facteurs sociaux, souvent liés aux relations parentales, associés aux troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent. Par exemple, la surprotection parentale ou, à l'opposé, le rejet parental sont associés au développement d'un trouble anxieux chez l'enfant. Les relations marquées d'insécurité peuvent aussi prédisposer les troubles anxieux chez les enfants. La communauté dans laquelle l'enfant se développe a aussi un impact important, car une communauté plus pauvre ou violente peut contribuer à l'apparition de ce trouble. Pour les facteurs de protection probables, on y retrouve les saines habitudes de vie, telles que l'alimentation, le sommeil et l'activité physique, un milieu soutenant, ainsi que de bonnes relations sociales stimulantes avec ses pairs. De plus, être de sexe masculin peut aussi être un potentiel facteur de protection. Chaque trouble anxieux chez l'enfant possède ses propres traitements probants, mais plusieurs d'entre eux sont similaires. Par exemple, tous les troubles présentés utilisent des thérapies cognitivo-comportementales. De plus, les thérapies familiales sont aussi préconisées dans une grande majorité des troubles. Par exemple, la thérapie familiale est utilisée dans le trouble d'anxiété de séparation afin d'apprendre aux parents à ne pas renforcer l'inquiétude de l'enfant. Dans le trouble de phobie sociale, la thérapie avec la famille permet de favoriser l'autonomie de l'enfant, alors que la famille est inclue dans le trouble d'anxiété généralisée pour améliorer la symptomatologie anxieuse de l'enfant. Les parents sont aussi très impliqués dans les thérapies pour traiter le trouble obsessionnel compulsif chez l'enfant. Les traitements médicamenteux sont, eux aussi, utilisés pour traiter certains troubles anxieux chez les enfants. On les utilise, par exemple, pour les troubles de phobie sociale à faible dose, pour le trouble d'anxiété généralisée à court terme, ainsi que pour le trouble panique. Les traitements pharmacologiques sont aussi utilisés pour les troubles de phobie spécifiques si ceux-ci sont très graves et résistants aux autres traitements, pour les troubles obsessionnels compulsifs dans le but de diminuer l'anxiété aux obsessions et aussi pour le trouble du stress post-traumatique, surtout pour traiter l'anxiété et la dépression qui y sont souvent associés. Je sais que tu me parlais de musique avant. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire parce que c'est plus... tu peux le faire par toi-même? Ben c'est ça. La musique, ça m'aide aussi quand je suis vraiment anxieuse. Genre, je joue de la musique, puis ça m'aide parce que je pense pas à autre chose. Je pense juste à faire les bonnes notes, puis à genre... à être meilleure en musique puis pas penser aux autres, puis je le fais aussi tout seul, alors genre j'irai jamais sur scène pour jouer de la musique, mais c'est plus genre quelque chose que je fais tout seul pour toi, pour t'apaiser. Fait que dans le fond, c'est en quelque sorte une stratégie que tu utilises pour dans tes moments, est-ce que t'en fais plus dans tes moments que tu te sens plus anxieuse? Ben je pense que oui, là, genre dans des moments plus je peux pas en faire à l'école, là, mais comme exemple, je reviens d'un examen stressant, je reviens à la maison, ben je vais faire ça là. OK, parfait. Selon la littérature scientifique, différents principes d'intervention peuvent être utilisés. Tout d'abord, l'une des principales interventions utilisées dans le traitement des troubles anxieux chez les enfants et les adolescents est la thérapie cognitivo-comportementale, comme mentionné plus haut. Cette thérapie est beaucoup utilisée puisqu'elle favorise le travail d'équipe avec l'enfant, les parents et son environnement. Elle permet aussi l'évaluation objective et quantifiable des progrès de l'enfant, et permet aussi de définir des objectifs précis. Il existe plusieurs stratégies thérapeutiques cognitivo-comportementales, comme la désensibilisation en imagination, la désensibilisation graduée in vivo, la thérapie d'affirmation de soi en groupe et la thérapie cognitive. La désensibilisation en imagination consiste à induire un état de relaxation et ensuite le thérapeute évoque des situations redoutées par l'enfant ou l'adolescent pour l'aider à apprendre à diminuer l'anxiété grâce à la relaxation. L'exposition graduée in vivo vise à exposer l'enfant ou l'adolescent à des situations qui lui font peur, mais de façon graduelle. La thérapie d'affirmation de soi en groupe est une thérapie qui permet le développement des compétences sociales en se confrontant directement à des situations de problème par l'intermédiaire de jeux de rôle sous le regard des autres dans une séance de groupe. Ça va permettre de travailler sur l'anxiété sociale. La thérapie cognitive vise à travailler sur l'expression des sensations physiques et des émotions. Un autre moyen d'intervention est l'intervention par le yoga. Certaines études ont montré des effets positifs dans la réduction de l'anxiété avec diverses populations d'enfants présentant des troubles anxieux. Par contre, des essais randomisés à grande échelle seraient encore nécessaires pour améliorer l'ensemble des preuves.
Le yoga travaillerait la posture, la respiration contrôlée et la méditation, ce qui peut être efficace pour réduire les symptômes et les comportements liés à l'anxiété, comme la nervosité, l'inquiétude, la fatigue et les troubles du sommeil. De plus, la thérapie de groupe basée sur l'occupation constituerait une intervention acceptable et bénéfique pour les enfants anxieux âgés de 10 à 14 ans, car elle permet de réduire les symptômes d'anxiété tout en améliorant le fonctionnement. L'un des objectifs du groupe basé sur l'occupation est d'utiliser des occupations adaptées au développement de l'enfant pour enseigner des compétences cognitives, comportementales et fonctionnelles nécessaires à la gestion de l'anxiété, comme la planification d'activités. Pour finir, certaines études démontrent des résultats prometteurs pour des techniques comme le biofeedback. Le biofeedback est une intervention qui implique l'utilisation de dispositifs d'autosurveillance physiologique qui donnent des informations en temps réel sur des processus corporels généralement inconscients, comme la fréquence cardiaque, la tension musculaire et la température corporelle. Avec la pratique, les utilisateurs peuvent exercer un contrôle sur ces processus pour atteindre de plus grands niveaux de relaxation physiologique en suivant des instructions explicites sur les techniques de relaxation que le logiciel de biofeedback peut donner à l'usager. Pour conclure, voici un rappel des objectifs de la présentation qui ont été présentés au début de la capsule. Finalement, les troubles anxieux rassemblent plusieurs troubles différents et les symptômes varient selon l'âge et l'étape de développement de l'enfant. Ceux-ci sont plutôt fréquents chez la clientèle pédiatrique. Il existe des différences entre les présentations cliniques de l'anxiété vues chez l'enfant et chez l'adulte, comme nous avons déjà abordé plus tôt dans le cours, mais les différences s'amoindrissent avec l'âge de l'enfant. Enfin, la génétique joue un rôle important dans l'étiologie de ces troubles et le facteur héréditaire est fréquent. Nous vous laissons sur un mot de notre experte de vécu qui souhaitait passer un message. Je pense que pas juger les personnes, genre exemple tu rencontres quelqu'un puis il te parle pas beaucoup, c'est pas qu'il t'aime pas ou comme Qui veut rien savoir de toi. ouais, mettons. c'est ça, c'est peut-être juste qu'il a peur puis genre pas juger une personne par qu'est-ce que tu vois à l'extérieur là. Parce que des fois ça peut rendre la personne encore pire puis comme si tu vois que elle a de la misère à parler ou pas non plus la forcer à aller parler au monde là, genre tu peux essayer de l'aider avec ça, mais comme, essaye pas d'aller la forcer à faire des affaires qu'elle n'a pas envie.